Bienvenue à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je veux exprimer toute ma gratitude en direction de Jean-Pierre Nicolas, père de l'astrologie conditionnaliste. Il est parti tout récemment pour son plus grand et je lui souhaite son plus beau voyage. Et c'est à partir de son RET que j'ai pu développer un modèle qui va servir de fil conducteur pour analyser la place de la femme en prenant des lunettes astrologiques et en les projetant sur la société actuelle. Les planètes ont-elles un genre? Et les planètes favorisent-elles ou non les femmes? C'est la question brûlante qui fait écho, en tous les cas, à tout ce qui se passe dans notre société actuelle et tout, je dirais, les non-dits et les tabous qui remontent à la surface autour du corps de la femme. L'histoire de l'humanité féminine ressemble à un jour sans fin. Tout est toujours à reprendre. Le livre de l'anthropologue Pascal Pic et l'évolution créée à la femme est éclairant de ce point de vue. Il nous explique qu'avec la bipédie, le cerveau est devenu plus gros. Il est immature à la naissance, ce qui favorise le développement de l'intelligence, mais ce qui rend aussi le moment de la naissance à très haut risque vital pour la femme. Il nous explique que la femme doit s'en remettre aux mains du collectif pour que ses enfants aient une chance de survivre à l'épisode naissance, mais également au cours du développement de l'enfance. Il nous renvoie à l'importance de l'utérus, il appelle ça comme ça, de l'utérus socio-culturel, c'est-à-dire la matrice de l'environnement social, qui est déterminante pour que les enfants puissent avoir une chance de devenir adultes. Et par conséquent, eh bien, les femmes ont, je dirais, une dépendance à la société qui est beaucoup plus marquée via les enfants qu'elles peuvent porter. Et il met aussi en évidence, je dirais, un désavantage par rapport à l'essor qui, au démarrage de l'intelligence verbale, est un atout, puisqu'il permet à l'homme de conceptualiser en utilisant la voix verbale de façon très, très puissante. Mais cette intelligence-là verbale a été mise au service de discours, dont un discours qui est fondateur, qui est celui de la religion. Et les religions monothéistes se sont mises au service de la coercition en infériorisant la femme. C'est ainsi que la femme se retrouve finalement aux prises entre des mouvements, je dirais, contradictoires et où on peut penser que quelque part ça ressemble à une double peine parce que à la fois il y a quelque chose autour de Dame Nature qui est beaucoup plus éprouvant pour le corps de la femme que pour le corps de l'homme, avec des enjeux vitaux, mais également au niveau du discours social qui ne nous met pas, je dirais, en position de force pour trouver notre place dans la société. C'est le regard, en tous les cas, de l'anthropologue. Et qu'en est-il de la vision astrologique? Les planètes du système solaire sont-elles genrées? Et comment renverser le système patriarcal pour redonner la juste place au féminin dans le nouvel ordre qui est à venir? Donc, je me suis tournée vers la matrice du système RET de Jean-Pierre Nicolas pour trouver le genre de chaque planète. Et certaines sont évidentes, comme par exemple Vénus, qui est connotée essentiellement féminine. D'autres présentent des points d'interrogation sur éventuellement leur filiation, si elle est plutôt masculine ou féminine, par rapport à Pluton, par exemple, où là on est vraiment dans l'expectative. Pluton est-elle genrée? Sans compter qu'au fur et à mesure que j'ai déroulé mon raisonnement, je me suis aperçue qu'il y avait certaines évidences qui étaient trompeuses. Alors, pour reprendre le fil, Jean-Pierre, et vous expliquer dans les grandes lignes comment je m'y suis pris pour arriver à reconnecter, je dirais, les planètes au genre dont ils peuvent être dépositaires. Jean-Pierre Nicolas, donc, a repéré, grosso modo, je vais faire court, 3 familles. La famille R, avec le Soleil, Vénus et Mercure, où là, on est sur des planètes qui touchent à notre humanité et à tout le versant attachement et affectif de l'homme.
Il s'avère que le niveau R eh bien, est porteur aussi d'une petite lettre, le niveau petit r, avec le Soleil, Jupiter et Uranus. Le deuxième niveau de réalité qu'a mis à jour Jean-Pierre Nicolas est le niveau existence, qui correspond finalement à toutes les expériences de vie que l'homme peut faire d'un point de vue, je dirais, adaptation au réel, au principe de réalité, mais aussi à tout le sens pragmatique et de recherche aventurière que l'homme peut initier. Et ça, c'est la famille E, alors le grand E, et puis le petit e, qui lui est davantage, qui se trouve ici avec Vénus, Mars et Neptune, qui est davantage sur un versant plus vivant, émotionnel. On est davantage sur quelque chose d'émotionnel. Le niveau grand T avec Uranus, Neptune et Pluton, où là, on touche aux planètes transcendantes et à tout le versant, je dirais, de ce qui échappe à l'homme et qui peut être pressenti à travers des intuitions. Et puis le mouvement petit t avec Pluton, Saturne et puis Mercure, hein, qui lui, je dirais, est en quête de transcendance et se questionne sur les secrets qui se cachent derrière tout ce qui peut se montrer. Donc, pour tenter de genrer les planètes, je suis partie du symbole féminin, sachant que le Vénus est connoté essentiellement féminine, son alter ego en double correspond à Jupiter. Et Jupiter, on est sur le modèle patriarcal, donc le modèle jupitérien par excellence est un modèle masculin. Donc, je dirais que les deux premières planètes 100% genrées sont Vénus pour le féminin et Jupiter pour le masculin. Ainsi, de proche en proche, en faisant fonctionner la logique des doubles, comme Jean-Pierre, des doubles et des couples, comme Jean-Pierre Nicolas, je suis arrivée au modèle suivant. C'est-à-dire que le niveau grand R est d'essence féminine, le niveau petit r est d'essence exclusivement masculine, le niveau grand E est d'essence masculine aussi, et le niveau petit e est d'essence féminine. Et il s'avère que le niveau grand T, transcendance, eh bien lui, on pourrait le nommer comme étant d'essence transgenre, c'est-à-dire qu'il n'est ni féminin ni masculin. Mais bon, c'est la caractéristique de Pluton, de toute façon, il est toujours inclassable. Donc lui, il est transgenre, Pluton est transgenre, alors que Vénus est féminine et Jupiter est exclusivement masculin. Il s'avère donc que on se retrouve avec ce modèle-là. Et lorsqu'on fait fonctionner donc les logiques, on s'aperçoit que les chefs de famille de chaque niveau, aussi bien le Soleil qui est le chef de famille du niveau R, que Mars, le chef de famille du niveau E, puisqu'ils ont chacun dans leur formule essentiellement ce niveau-là, hein, donc le E pour Mars, le R pour le Soleil, et Pluton renvoie donc au niveau transcendance, au niveau T. Et ces trois chefs de famille-là, eh bien, comportent dans leur formule autant de masculin, d'énergie masculine que féminine. Sachant que Pluton, lui, est quelque part, on pourrait le nommer soit transgenre, soit bigenre. En tous les cas, il est porteur, je dirais, en son sein, de plusieurs influences qui se mixent et qui font qu'il dépasse simplement la catégorie genre. C'est pour ça que j'appelle le niveau transcendance le niveau transgenre. Alors, il est également important de signaler que certaines planètes, comme par exemple Mercure et Uranus, eh bien, se retrouvent, je dirais, dans leur formule avec un penchant plutôt masculin ou plutôt féminin, sans être pour 100% d'essence soit masculine, soit féminine. Et Mercure, eh bien, se retrouve avec une formule où, avec le niveau grand R, il penche du côté féminin, tandis que Uranus, avec son petit r, eh bien, lui penche du côté masculin. Sachant que le niveau T,
qu'il soit grand ou qu'il soit petit, est plutôt neutre et ne se positionne pas, c'est un espèce d'entre-deux, entre deux genres. Donc en observant ce modèle, ce qui m'a sauté aux yeux, on va reprendre le modèle de Jean-Pierre Nicolas, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a un déséquilibre astronomique qui, du coup, qu'on peut retrouver imprégné dans le déséquilibre sur le plan, je dirais, de notre humanité, à savoir qu'il y a entre les puissances astronomiques de Jupiter et de Vénus, eh bien, un poids beaucoup plus important au niveau du système solaire avec sa puissance gravitationnelle de Jupiter par rapport à la petite Vénus qui est simplement en face. Parce que Jupiter est un véritable mastodonte, 100% masculin, je dirais patriarcal, avec une immense puissance gravitationnelle. Et il est important de rappeler que notre Jupiter, là, eh bien, au démarrage, lorsque le système solaire s'est construit, il avait pour ambition de devenir un deuxième soleil, mais manquant je dirais, de matière, eh bien, notre système solaire n'a pu faire aboutir le processus qui mène vers une étoile que pour le soleil, ce qui fait que Jupiter, on peut le considérer comme un soleil avorté. Mais il ne faut pas oublier que sa première ambition, en tous les cas, était d'être un soleil. D'où la confusion qu'on peut retrouver dans notre société actuelle, c'est ça qui est vraiment parlant, entre ce qui éclaire, à savoir le soleil, et ce qui brille, à savoir Jupiter. Et ce qui brille n'éclaire pas nécessairement. Et ce qui brille peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes et nous faire croire que le règne de la matière jupitérienne, du pouvoir social et économique, tout ça ce sont, je dirais, les fonctions jupitériennes, que tout ce qui relève du matériel, eh bien, est un objectif solaire, hein, c'est un objectif premier, alors que non. Il nous a fait prendre effectivement des vessies pour des lanternes. Et la société de consommation actuelle, avec ses lois patriarcales, est un bel exemple d'un leurre qui fait, où elle brille, mais où, quelque part, elle n'éclaire pas les individus. Notre société a tellement penché du côté petit r, là, de ce niveau-là, aussi bien avec Jupiter qu'avec Uranus, parce que Jupiter est, je dirais, peut-être entendu aussi sous la forme des mâles alpha dominants blancs de 50 ans qui ont, je dirais, le destin économique et planétaire entre leurs mains. Avec le pouvoir accumulé à travers leur puissance, je dirais, financière. Et puis le modèle uranien, où là, eh bien, on se retrouve face à une autre humanité qui est, je dirais, dirigée d'une main de fer par des dictateurs. Là, on sent vraiment la mainmise, en tous les cas, de l'énergie masculine qu'a pris notre société moderne, enfin, si on peut l'appeler moderne en la matière. Donc, le Soleil présente donc, lorsqu'on regarde sa formule, une part autant féminine que masculine. Et malheureusement, il s'est mis au service de Jupiter, alors que normalement, on dira que la logique du système solaire aurait été que Jupiter se mette au service du Soleil, parce que le Soleil, c'est notre part affective. C'est notre identité et c'est ce qui nous connecte à ce qu'il y a d'humain à l'intérieur de nous-mêmes à travers notre humanité. Le Jupiter, lui, c'est simplement un organisateur social. Donc l'organisateur social se prend quelque part pour le chef d'orchestre, alors qu'il n'est qu'un simple vassal. Et toute notre société se résume, je dirais, à ce mauvais scénario qui nous envoie dans le mur avec le climat, qui nous renvoie au principe de réalité, à savoir que Jupiter n'est pas un soleil et qu'il doit retrouver simplement sa place. Donc, comment renverser ce balancier ? Comment faire en sorte que les forces humaines, d'humanité, humanitaires même dirons-nous, reprennent, je dirais, le centre des préoccupations de notre monde en remettant au premier plan toute cette bande-là de Vénus, le Soleil et Mercure, et qui fait donc le pendant en couple du versant petit r, Soleil, Jupiter et Uranus. Comment donc remettre les forces de Vénus
au centre de l'échiquier mondial? C'est vraiment la question. Alors, la question, c'est une question de pouvoir. On en revient toujours là. Et comment la petite Vénus, qui initialement est dépourvue de pouvoir, à part un pouvoir, je dirais, de toucher l'âme humaine, comment peut-elle reprendre, je dirais, renverser le rapport de force en sa faveur? Pour cela, lorsqu'on analyse le RET, eh bien, on s'aperçoit qu'elle n'a pas tellement le choix. Elle doit s'allier au Soleil, c'est-à-dire que le Soleil doit une nouvelle fois éclairer Vénus et se détourner de braquer, je dirais, les feux de la rampe sur les Jupitériens. Elle doit aussi s'allier à Mars. Mars doit aussi revenir dans la partie, doit à nouveau basculer du côté de Vénus parce qu'actuellement, il a basculé du côté de Jupiter. Et donc, un Mars qui bascule du côté de Jupiter, c'est un corps physique qui est, je dirais, soumis aux lois de la performance. Donc, de la performance, de la jeunesse, de la force de l'âge, au détriment de sa part humaine. Là, on a quand même une formule assez guerrière avec Mars et Jupiter. Tandis que là, on est avec le couple Mars qui à nouveau se rapprocherait de Vénus, on est sur un couple qui se rapproche du vivant, des lois de la nature, du vivant, de l'environnement et de tout ce qui fait que on est tous reliés les uns aux autres à travers, je dirais, des briques de vie qui sont communes. Alors, je dirais que pour encore permettre à ce que Vénus reprenne la main, il faut non seulement que le Soleil se tourne vers elle, pas seulement que Mars prenne la main de Vénus, mais il faut aussi que toutes les forces de l'invisible, toutes les forces de la transcendance, eh bien, se réconcilient avec cette part-là de notre humanité. Et en particulier, remettre, je dirais, au devant de la scène tout ce qui relève de la pensée intuitive avec Mercure. Entre parenthèses, la pensée intuitive, c'est la pensée essentiellement utilisée par les génies créatifs pour avoir leur fulgurance et pour découvrir, je dirais, des secrets qui relèvent de la transcendance et nous les ramener pour nous les rendre intelligibles au niveau de l'humanité. Donc, la révolution qui est en marche, parce qu'on est sur un cycle révolutionnaire depuis 2019, avec une combinaison où 3 planètes, Eris, Pluton et Saturne, ont croisé et combiné leur trajectoire ensemble, et lorsqu'elles se rencontrent, lorsque les danses célestes font qu'elles se rejoignent, eh bien, on met le pied, signale que la société, l'humanité met le pied dans un cycle révolutionnaire et de renversement de balancier. La révolution donc qui est en marche depuis 2019 et qui va trouver son point d'orgue en 2049, eh bien, sera féminine et spirituelle. C'est la conclusion que j'en ai faite en réanalysant le RET de Jean-Pierre Nicolas. Et effectivement, depuis 2019, on est vraiment amené à un renversement de balancier. Cette révolution prendra une forme de réconciliation de l'être humain avec sa part sensible, vivante, affective, chaleureuse et d'attachement. Toutes les qualités qu'on retrouve autour de Vénus et autour du niveau grand R qui marque la première année de développement et toute la phase d'attachement. Cette force-là, ces premières qualités humaines devront s'appuyer sur des forces spirituelles marquées par le développement de l'intuition, d'un éveil autour de l'invisible et du grand inconnu. C'est le monde dans lequel on part pour son plus grand voyage.